connaissez la formule classique, qui est en tête de notre Constitution, mais qui vient de Lincoln, mais qui elle-même pose des tas de problèmes. Qu'est-ce que c'est que le peuple, pour commencer par ça? Mais je ne vais pas me lancer sur ces débats qui nous occuperaient pendant très longtemps. Simplement de dire qu'il y a au moins une chose de sûre dans cette formule, c'est qu'il n'y a qu'une légitimité, c'est ni Dieu, ni les entrailles de poulet, ni le roi qui est légitime, mais c'est le peuple. Quoi qu'on pense de cette définition. Et puis la deuxième chose que dit la phrase, c'est que la démocratie, c'est un mode de gouvernement. Mais si on en reste là, on peut se sentir un petit peu frustré pour une simple raison. Vous savez qu'il y a à peu près 195 États membres de l'ONU. Je crois qu'il y en a un seul qui ne se revendique pas de la démocratie. Ça n'est pas la Corée du Nord, c'est l'Arabie Saoudite, qui est la propriété des Saouds et qui est une théocratie. Tous les autres se revendiquent de la démocratie. Donc la question est de se dire, est-ce que ça suffit? À l'évidence, pas. Si on ne rajoute pas les droits fondamentaux, si on n'a pas un droit d'organisation, d'expression, ça n'est pas de la démocratie, mais ce n'est pas non plus suffisant. Si vous n'avez pas une société civile, des syndicats, des empêcheurs de tourner en rond, des associations qui bousculent tout ça, ça ne suffit pas. Mais même ça est encore un peu insuffisant. C'est un peu la Belgique d'aujourd'hui. Il y a les Flamands et les Wallons, mais le tout a du mal à parler ensemble. Donc il est utile d'avoir aussi un espace public qui permettent qu'on parle des mêmes choses, qu'on se comprenne et qu'on soit capable, autour de notions partagées, de s'engueuler, de discuter, mais au moins de savoir de quoi on parle ensemble. Donc ce que je vais essayer de voir maintenant, c'est ce en quoi le numérique va bousculer tout ça, principalement l'espace public et le gouvernement. Pour ce qui est de l'espace public, je vais partir d'un simple tableau qui est l'idée suivante. Au tout début, l'espace public, c'était la sphère publique, celle qu'Habermas a théorisée, celle que la Révolution française et américaine ou anglaise ont permis de faire exister, qui est l'idée que des personnalités, des chefs d'entreprise, des syndicalistes, des hommes politiques ou femmes politiques puissent parler, mais ils le font sous contrôle de professionnels. Et ce couple personnalité-professionnel est essentiel. Prenez une question qui évolue, y compris dans notre pays, qui est le droit à la vie privée pour les hommes politiques, ne se traite pas de la même façon quand vous êtes en Angleterre et aux États-Unis ou en France, par exemple. Et on sait tous que les professionnels n'autoriseront pas, dans un débat, qu'un certain nombre de choses, par exemple la critique sur la forme physique des individus, n'est pas censée être prise en compte dans un débat public, alors que tout le monde sait que dans les conversations de café, les gens ne parlent que de ça. Donc on a comme ça toute une série de choses qui sont gérées et cadrées par les professionnels. La question est de voir si cela a bougé. En fait, ça a bougé une première fois quand un premier instrument technique est venu bousculer un peu le jeu. C'est le couple entre la photographie, donc milieu du 19e siècle, et puis la presse imprimée, qui à partir de la rotative et donc la fin du 19e, va permettre l'âge d'or de la presse, mais qui est beaucoup basé sur le fait que la photographie permet pour la première fois de voir à un niveau de masse des gens qu'on n'a pas en face de soi. Donc on n'a pas que la peinture pour voir quelqu'un d'autre, on a la photo. Mais donc tout de suite la question se pose quand vous prenez cette photo, pas tant des amoureux, les deux amoureux de Payon dont on sait maintenant qu'ils sont des comédiens, donc qui ont été payés pour ça. Moi ce qui m'intéresse c'est le statut du petit monsieur à béret qui est derrière, qui visiblement était là par hasard. A-t-il le droit de demander à être sorti de la photo? Donc ça a entraîné une série de débats entre juristes, professionnels, journalistes à la fin du 19e. Il y a quelque chose qui s'est calé, je donnerai le résultat, il y a un droit très spécifique qui fait que vous avez le droit to be let alone, d'être resté tranquille, d'être chez soi, qui fait qu'on n'a pas le droit de vous photographier seul ou en famille dans un cadre qui est personnel, mais dès qu'on est sur un sujet d'intérêt public, y compris un meurtre ou une manifestation publique ou quoi que ce soit, vous n'avez pas le droit de demander de ne pas être sur la photo. Donc il y a une jurisprudence qui s'est établie à la fin du 19e, donc on voit comment déjà la technique peut transformer les termes du débat. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir les deux autres côtés du cadran. Tout d'abord le fait que parfois les amateurs, et évidemment l'internet a permis ça à une échelle de masse, peuvent se mêler de la politique, c'est tous les blogs locaux, on va s'intéresser à ce que fait le maire, le conseil municipal, le chef d'entreprise ou qui d'autre, qui vous voulez, et c'est souvent l'amateur qui le fait. Et ça crée déjà du conflit, parce que l'amateur, lui, il n'est pas assujetti aux règles du professionnel. Il va mêler débats de grandes idées, débats politiques, et puis critiques sur le physique ou toute autre chose qui sont des conversations de café du commerce, mais que lui laissera passer. Donc on a là un bouger important qui va arriver avec le web participatif, mais la deuxième chose qui va bouger, et là de façon encore plus profonde, et ça nous impacte tous, et vous en particulier dans vos métiers pour ceux qui êtes à la DRH, c'est les conversations ordinaires que nous avons tous. C'est ce web en clair-obscur, cette zone grise des réseaux sociaux, qu'ils soient d'entreprise ou pas d'entreprise, et de la protection ou pas de ces réseaux sociaux et des conversations que nous avons sur ces réseaux sociaux. La question très pratique qui est posée, c'est avez-vous le droit de dire du mal de votre entreprise ou de vos dirigeants dans un groupe privé de Facebook? Vous savez que là-dessus, la jurisprudence n'est pas calée. Certains jugements disent oui, d'autres disent non. Le mail est protégé, contrairement à ce que beaucoup croient, mais pas les conversations sous Facebook. Donc il y a là tout un enjeu qui montre à quel point cette irruption des conversations personnelles dans l'espace public pose des problèmes nouveaux qui ne sont pas aujourd'hui tranchés ni par la jurisprudence ni par des textes législatifs qui permettraient de les encadrer, pas plus en Europe qu'aux États-Unis. On est dans quelque chose de très très mouvant aujourd'hui. Donc voilà, c'était un peu cette première chose que je voulais vous présenter.
qui va évidemment avoir toute une série d'incidences. Là, je vais très vite dans les slides pour respecter le temps sur le droit. Hein. Vous savez que dans la sphère publique, on a le droit de dire tout ce qu'on veut, mais en fait, pas tout à fait tout ce qu'on veut. Hein. Il y a l'injure, la diffamation qui ne sont évidemment pas autorisées. Que le droit à la vie privée, ça je vous l'avais dit tout à l'heure, fait qu'il y a toute une série de choses que vous ne pouvez pas empêcher d'afficher, donc de prendre en photographie, mais d'autres, vous pouvez. Hein. Et aujourd'hui, ça bouge. Le droit de l'image pour les enfants, par exemple, est en train d'évoluer rapidement et va poser toute une série de problèmes. Hein. Douaneau ne pourrait probablement plus faire les photos qu'il a fait dans le 20e arrondissement, rue de Ménilmontant, il y a maintenant 50 ans, parce que les parents souvent s'y opposeraient, ou même l'éditeur du journal ou du livre de photographie ne laisserait pas publier. Sur le web participatif, il y a eu tout un débat dans les années 90. Pour ceux qui s'en rappellent, au tout début, les sites internet n'étaient pas offerts par des grandes entreprises du type Orange, Free ou d'autres, ou OVH, mais c'était des militants qui hébergeaient les premières pages personnelles. Hein. C'était en particulier GlobeNet, qui était dirigé par quelqu'un que je connais bien, qui s'appelle Valentin Lacambre, qui était un des militants du web dans les années 90, et il hébergeait jusqu'à 10 000 sites. Mais dans un de ces sites, quelqu'un, je ne sais pas qui, ça n'a aucune importance, a publié une photo de Estelle Hallyday sortant nue d'une plage où elle se baignait. La dame n'a pas été contente, elle a porté plainte, et Valentin Lacambre a été condamné à 200 000 francs, ce qui à l'époque était considérable, ce qui voulait dire en fait que non seulement il allait être en faillite personnelle, même si la formule n'existe pas en France, mais surtout que les 10 000 sites allaient être supprimés. Donc il y a eu un changement de la loi suite à ces débats, et aujourd'hui, vous savez probablement que les sites web sont gérés comme la presse, c'est-à-dire que l'hébergeur n'est pas responsable du contenu, c'est l'éditeur, c'est-à-dire celui qui publie le site web qui est responsable. La seule différence, c'est que trouver Le Monde ou Le Nouvel Observateur, c'est facile. Aller chercher qui a fait le site web sur WordPress est souvent difficile. Donc si il y a une condamnation de justice et que l'éditeur ne ferme pas son site, l'hébergeur doit le fermer. C'est ça la petite nuance par rapport au droit de la presse, mais sinon c'est très similaire. Par contre, sur le web en clair-obscur, aujourd'hui, il y a une jurisprudence non calée, comme je vous le disais tout à l'heure, donc des choses à faire avancer. Alors derrière ça, la question qu'on peut se poser, c'est le 4e cadran qui nous l'indique, c'est pourquoi est-ce que les gens ont ces conversations privées en public? Pourquoi n'y a-t-il pas une séparation claire entre privé et public? Et pour essayer de répondre à cette question, on s'est amusé dans ce travail qu'on a fait avec Dominique Cardon et d'autres du laboratoire des sciences sociales d'Orange à analyser quelques conversations en tenant en compte le fait que dans un réseau social, vous le savez, s'il y a une moyenne d'un peu plus de 200 amis sous Facebook, les relations bilatérales où l'un écrit à l'autre qui répond à l'un, c'est 12 à 15 personnes. Hein. Donc on a un cercle de proches qui est beaucoup plus restreint que la totalité de son réseau social. On a pris 2 conversations. La première est une conversation d'une blogueuse un peu connue et qui va s'exprimer sur des thèmes très personnels. Elle exprime le fait qu'elle est bronzée. Bon. Et une amie à elle, vous voyez la position de celle qui réagit, c'est vraiment dans le cercle des proches, va dire « Mais où as-tu été pour trouver le soleil ?» Elle répond « J'étais aux Arcs et je t'ai vu hier dans le bus 91, c'est dans le 13e, ce qui montre bien que c'est des gens qui se connaissent, c'est visiblement des voisines. » La conversation va continuer toujours sur le même registre et avec des gens qui sont vraiment dans le cercle des proches. Hein. Bon, je vais aller très vite là-dessus, mais l'idée générale de cette conversation est de montrer que la conversation avec les liens forts, ceux qui sont nos vrais proches, notre famille, les gens qui sont les plus proches de nous, c'est les petites choses du quotidien. C'est avec ceux avec qui on va parler de la couleur de ses chaussures ou de ses chaussettes, est-ce qu'il a bronzé ou pas, et des conversations qu'on ne se permettra pas d'avoir avec des gens qu'on ne connaît pas. Hein, si vous arrivez dans un métro et qu'un couple est en train de se disputer, vous n'allez pas commencer à dire « il a tort, elle a raison », je ne sais quoi. Vous vous mettez en réserve, sauf évidemment si les gens se tapent dessus, mais on ne parle pas de ça. Là, on est dans le domaine de la conversation. Mais de temps en temps, la conversation est d'une autre nature. Prenez celle-là, c'est quelqu'un qui lit quelque chose sur les troubles déficitaires de l'attention des garçons, hein, de l'hyperactivité évidemment des garçons. Vous allez voir pourquoi. Donc immédiatement la question qui vient, elle vient de loin. La personne qui va poser la question est loin dans le cercle relationnel. C'est quid des filles, hein, ont-elles elles aussi des troubles émotionnels et sont-elles aussi atteintes par l'hyperactivité? Et on va répondre que c'est de l'obsession, que c'est de l'hystérie. Et quelqu'un enfin dit c'est plutôt du multitasking. Et la première fille reconnaît à ce moment-là, rentre dans la conversation en considérant que le tout à l'avance, ce qui a été dit auparavant, était quand même avant tout sexiste et ne reposait évidemment sur rien de sérieux. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'était une conversation d'intérêt général. À mon avis, d'aucun intérêt, hein, sur le fond, très sexiste, mais qui est quelque chose qu'on peut discuter comme on peut discuter du dernier match de foot entre la Hollande et l'Argentine ou je ne sais quoi, et sur lequel là, on se permettra d'avoir un avis. Quand vous arrivez dans une entreprise et qu'on parle du match de foot de la veille, même si vous ne connaissez pas les personnes qui sont là, vous allez dire « mais non, il a bien joué, il a mal joué », et vous rentrez dans la conversation. Et donc l'idée, c'est que les grandes conversations sont celles qui permettent donc d'échanger des liens informationnels, voilà,
plus grande importance, ou en tout cas de sujets d'intérêt général. Et quand on regarde cette distinction entre les deux, ça amène deux réflexions. La première, c'est de mieux comprendre ce qui se passe quand vous avez quelque chose comme les révolutions arabes, le printemps tunisien ou égyptien. Normalement, dans un réseau social, vous échangez avec vos proches. Donc vous restez dans un tout petit cercle qui est assez confiné, c'est ceux dont vous allez parler, de la couleur de ses chaussettes ou du teint qu'elle a pu avoir après un séjour au ski. Mais de temps en temps, un grand événement arrive. Ça peut être la Coupe du Monde, mais ça peut être aussi une révolution. Et dans ces cas-là, ce qui va circuler ne va pas être entre les 16, mais entre les 200. Et vous voyez à quelle vitesse on passe d'un groupe de 200 à un autre groupe de 200, et le calcul est vite fait pour voir qu'une société complète de quelques millions d'habitants peut être touchée en une demi-heure par la rapidité et surtout l'ampleur du cercle relationnel qui va voir les échanges s'effectuer. C'est ça qui permet de comprendre cela. Mais la deuxième réflexion que je voulais avoir avec vous, c'est que cette distinction, cette espèce de respiration qu'on a entre la petite conversation et la grande conversation, c'est ce qu'on a en permanence dans la vie. Oublions Internet, oublions le numérique. Prenons par exemple ce qu'on dit avec d'autres êtres humains pendant un espace d'une demi-journée. On passe son temps à discuter de grandes choses, y compris le match de foot, et puis de petites choses, du genre oublie pas le lait, ou c'est moi qui prends les gosses ce soir à l'école, ou je ne sais quoi d'autre. Et on est en permanence dans cette respiration qui fait qu'on a besoin d'avoir et l'un et l'autre, et que l'Internet, d'une certaine façon, ne fait qu'étendre l'espace dans lequel ces deux modes conversationnels ont lieu. Je vais maintenant finir et passer à la dernière partie, qui est d'essayer de réfléchir ensemble à ce que l'Internet, ou plus généralement le numérique, change dans notre façon de gouverner. Et pour ça, je vais partir d'une phrase fétiche pour ceux qui s'intéressent à l'Internet, qui est celle de David Dana Clark, qui a été vraiment dans les années 80 le patron technique de l'IETF, qui est le cœur technique de l'Internet. Et ce qu'il disait, c'est pas que lui qui pensait ça, c'était vraiment le motto, et ça l'est toujours de l'IETF et de ceux qui sont au cœur de l'Internet, c'est qu'il rejette les rois. Bon, nous aussi, les présidents, on peut préférer un régime parlementaire, pas de problème, mais le principe même du vote. Ce qui quand même est un peu choquant, parce qu'a priori, le vote, c'est la démocratie. Les gens se font tuer en Tunisie, en Égypte, pour le droit de vote. Bon, il rejette ça. Et en même temps, ce à quoi il croit, c'est le consensus Rauf, donc un peu approximatif, pas très fini, et le running code, c'est-à-dire le fait qu'il faut que le code technique qu'on est en train de développer marche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une méritocratie. Il faut prouver qu'on soit capable de faire fonctionner le code. On est vraiment dans un métier technique. L'IETF est ouverte à tous, mais il faut savoir, un, parler anglais, et deux, maîtriser quand même son code. Mais surtout derrière, c'est la culture du consensus. Donc on est dans un monde qui est très très différent de celui que nous connaissons en général en politique, celui pour lequel on élit nos maires, nos députés, nos présidents. Et on s'aperçoit que ce monde-là n'est pas que celui de l'IETF, c'est aussi la gouvernance de Wikipédia, qui d'une certaine façon, c'est un petit peu plus compliqué, mais se relève de la même philosophie. Et donc derrière, l'idée, c'est de voir qu'est-ce que c'est que gouverner en démocratie. La première idée toute bête, c'est que dès qu'on dépasse les 5000 ou les 3000, qui est donc la taille critique des sociétés grecques qui permettaient, des cités grecques qui permettaient de s'exprimer dans un amphithéâtre, il faut déléguer. Donc première question, comment déléguer ? Nous, on est habitué à déléguer par l'élection. Mais c'est relativement récent. L'élection, c'est le 19e siècle qui le stabilise, et puis il y a beaucoup de débats. Est-ce qu'il faut qu'il soit censitaire, pas censitaire ? Est-ce que l'argent, donc ce qu'on paye en impôts, tient compte ou pas de ce poids qu'on doit avoir dans la démocratie ? Est-ce que les femmes ont le droit de voter ? Enfin bon, toute une série de débats qu'on connaît tous. Mais l'élection ne s'est donc imposée qu'au cours du 19e siècle pour se stabiliser dans le dernier siècle, le 20e siècle. Historiquement, dans la démocratie grecque, c'était le tirage au sort. Qui était au cœur des processus de décision, sauf pour le stratège, l'architecte ou le comptable. On allait chercher les édiles de la cité en les tirant au sort dans le cœur des volontaires, qui était la Corée. Et ce modèle-là continue à exister quand il n'y a aucune notion de progrès technique. Les jurés d'assises, vous pouvez être pour la peine de mort ou contre la peine de mort, personne ne va proposer de les élire, on les tire au sort. Donc il y a toute une série de cas, et ça va revenir dans des nouvelles formes de structures démocratiques, comme les conférences de citoyens, les conférences de consensus, ou conférences de Copenhague, suivant le nom qu'on leur donne, qui relèvent aussi de ce modèle-là. Mais là aussi, ce n'est pas les seules façons de faire. Si vous avez un peu de souvenir de ce que Tocqueville racontait sur ses voyages en Amérique, est-ce qu'il faut élire tout le monde ? Est-ce qu'il faut élire les juges ? Donc, est-ce qu'il faut désigner un certain nombre de gens ou au contraire, il faut les élire ? Là aussi, question ouverte. Et puis, dernière chose, c'est l'engagement volontaire. La gouvernance de Wikipédia, tout le monde lit Wikipédia. Je ne vais pas demander dans la salle qui ne le lit pas, personne, tout le monde lit Wikipédia, beaucoup contribuent. Mais qui fait partie et qui connaît la gouvernance de Wikipédia ? Très peu. C'était une femme, une chercheuse de Clermont-Ferrand en sciences physiques qui a été la présidente de Wikimedia française pendant très longtemps. Personne ne le sait et d'une certaine façon tout le monde s'en fout. Donc il y a l'idée que derrière ça, on peut avoir toute une série d'espaces dans lesquels des décisions sont prises, sans qu'il y ait pour autant un contrôle externe sur la façon dont les décisions sont prises et des décisions qui sont prises sur la base de l'engagement volontaire. Et donc derrière, ça renvoie à une deuxième idée, c'est comment prendre une décision. On s'aperçoit qu'il n'y a que deux façons, là pas quatre, soit on vote
soit on décide au consensus. Et on voit que vote est très lié à l'élection, parce que c'est un marqueur politique. Quand à l'Assemblée nationale, vous pouvez dire « j'ai toujours voté pour la réduction du temps de travail » ou contre la réduction du temps de travail, pour ci ou contre ça, vous construisez un parcours politique qui permet de vous présenter devant les électeurs au tour suivant. Mais que par contre, quand vous allez vers le tirage au sort, la désignation et encore plus l'engagement de volontaire, au nom de quoi vous allez voter ? Qui représentez-vous ? Et donc là, le consensus s'impose. Et donc tout de suite, ça nous pose la question, qu'est-ce que le consensus ? En sachant qu'il y en a deux. Il y a un consensus archaïque, qui est celui des communautés nomades, des communautés villageoises, que les apatistes ont remis en avant au milieu des années 90, qui est un consensus de semblables. Il y a des riches et des pauvres, mais quand le bétail va mourir parce qu'il n'y a pas d'eau, tout le monde va en souffrir. Donc d'une certaine façon, on fait souvent appel aux anciens. Si vous vous rappelez des westerns, c'est ces grandes assemblées tribales où les anciens, parce qu'eux ont eu la chance de connaître ce qu'on pouvait faire il y a 30 ou 40 ans pour sauver le troupeau quand il y avait une sécheresse. Donc c'était comme ça que les choses se faisaient. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le consensus est quelque chose qui monte comme procédure démocratique, mais dans des instances extrêmement diverses, totalement hétérogènes. L'Internet, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que l'IETF est une structure très étonnante, puisqu'ils vont qui veut, les gouvernants, les entreprises, les centres de recherche, les associations, mais aussi les individus. C'est ouvert à tout le monde. Tout fonctionne par groupe de travail 2 fois par an, parfois hors du présentiel. Vous pouvez faire ça en Skype ou en équivalent à distance, et tout doit se décider au consensus. Et ça marche. Vous pouvez ouvrir votre Internet, il fonctionne. Donc il y a toute une série d'espaces dans lesquels on fonctionne différemment. On fonctionne dans un consensus d'hétérogène, mais c'est aussi vrai sur des questions comme le climat. On fait appel à toute une série de scientifiques qui, eux, rendent des rapports au consensus, contrairement à ce qu'on pense souvent, qui répondent à tout le monde, qui ont des modes d'exposition de leurs propositions qui sont très particulières. Vous savez que dans l'Internet, comme dans le climat, c'est des requests for comments, c'est-à-dire qu'on demande des commentaires, et c'est sur la base des commentaires qu'on va réagir et construire la proposition consensuelle qui va sortir. Donc je vais simplement conclure en disant que ça, on le retrouve y compris dans nos espaces politiques traditionnels. Prenez par exemple ce qu'on a appelé le Grenelle de l'environnement, ça s'est fait comme ça. Et on a des hommes politiques qui défendent l'idée qu'on devrait plus souvent travailler sur ces modèles-là. C'est des choses qui existent dans toute une série de structures, et qui va impacter très profondément nos façons de faire. Je conclus en disant tout simplement que le consensus, c'est quelque chose qui pose aussi des questions. Mon sujet n'est évidemment pas de considérer qu'on va arrêter de voter, heureusement on continuera de voter, mais qu'on va avoir un enchevêtrement de formes de décisions différentes. On va avoir probablement de plus en plus de tirages au sort dans toute une série de cas, on l'a vu dans toute une série de cas éthiques en particulier. On va avoir des débats sur désignation ou pas, et puis le consensus monte dans toute une série de cas quand la technologie impacte la société. Quand vous avez par exemple un grand débat, c'est Pierre Lascoum, un chercheur en sciences sociales et en Sciences Po, qui avait écrit un papier fameux là-dessus, comme celui du TGV Paris-Sud-Est, qui quand il est arrivé dans le Vaucluse et en partie dans le Luberon, a vu se dresser contre lui les viticulteurs, mais aussi les Parisiens riches qui habitaient là-bas, et qui n'étaient pas contents de voir un train passer à 300 à l'heure dans leur piscine ou devant leur piscine. Comment trancher ça ? Est-ce que c'est les Parisiens ? Est-ce que c'est les Lyonnais ? Est-ce que c'est les Marseillais ? Est-ce que c'est la région Rhône-Alpes ou la région PACA ? Qui doit décider par où doit passer le train ? À l'arrivée, on a mis tout le monde autour d'une table pour arriver à une décision au consensus. Donc on voit comment tout ça transforme la façon de faire, y compris dans des choses aussi pratiques que la construction d'un TGV ou demain d'un autre équipement, mais qui derrière va ouvrir de nouvelles questions. C'est évidemment des acteurs de nature différente. Vous ne pouvez pas aller dans une négociation sur l'Internet ou sur le climat si vous ne parlez pas parfaitement l'anglais. Regardez qui de nos chefs d'État dans les 50 dernières années parlait parfaitement anglais, pas beaucoup, et c'était pas très grave. Et ça ne l'est toujours pas très. Je ne pense pas qu'on va choisir notre prochain président de la République sur ses qualités linguistiques. En revanche, si vous cherchez à négocier sur le climat ou sur l'Internet, vous ne pouvez pas ne pas parler anglais, etc. Donc vous avez un autre type de personnel politique, vous avez une opacité dans les procédures de décision qui peut poser problème, donc il ne s'agit surtout pas de considérer que c'est un modèle parfait, mais d'essayer de le comprendre mieux pour pouvoir s'adapter et être capable d'agir dans un monde plus incertain qu'il ne l'était auparavant.